Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Raphaël Fourquemin, bonjour. Bonjour. Raphaël, tu es architecte urbaniste et un des initiateurs de l'association HYDRE. Alors, HYDRE, ça s'écrit IDRE pour Interprofessionnel de la déconstruction et du réemploi, créé en 2018 à Pau, je crois. On a eu l'occasion d'échanger un petit peu là-bas, il y a quelques mois, et je pensais utile de partager cette expérience locale avec les auditeurs de Dixit.net, car cela peut donner des idées à d'autres. Donc HYDRE s'engage dans un chemin qui a été quelque part tracé par d'autres acteurs. On a interviewé Rotor il y a pas si longtemps, mais semé d'embûches et où chacun doit de toute façon trouver sa voie propre. L'idée est très simple en apparence, c'est de moins jeter sur les chantiers et de récupérer ce qui peut l'être pour construire des bâtiments neufs. Mais pour ça, il faut bâtir tout un écosystème d'acteurs conscients et compétents, et c'est loin d'être simple. Alors déjà, on va peut-être commencer avant tout par le commencement. Est-ce que tu peux déjà nous raconter ce que tu fais là, comment t'es venu le besoin de t'engager dans cette voie, et puis comment a été créé, comment est né HYDRE? Ouais. Écoute, sur le principe, en fait, c'est assez simple. En réalité, tu parlais de 2018, c'est la date officielle de la création de l'association. En fait, moi, je travaille sur le sujet depuis, on va dire, 2011-2012 à peu près. Sauf que j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là à titre personnel, professionnellement malgré tout, parce que je suis professionnel du bâtiment, donc et en fait, ça vient même d'un peu au-delà, au moment de mes études d'archi. J'ai une petite critique à faire sur les études d'archi en France. Elles sont très intéressantes et très bien, sauf qu'on est quand même très très déconnecté de la matière. Et moi, ça me paraissait assez étrange de diriger des entreprises, de leur dire ce qu'il faut faire, alors que moi-même, j'ai jamais touché un minimum à ce qu'elles font. Donc, la première étape, en fait, ça a été l'idée de faire de l'autoconstruction. Et c'est ajouté à ça du fait de mon expérience professionnelle en agence en parallèle de mes études, parce qu'il fallait que je finance mes études. J'ai travaillé notamment dans des agences qui faisaient de la rénovation d'appartements et de maisons. Et à chaque fois, c'était à peu près le même topo. C'est la petite histoire que je raconte habituellement. On fait tabula rasa de l'existant, on met tout à la déchetterie et on reconstruit tout à neuf avec du placo. Il s'avère que moi, je viens d'une famille d'origine modeste et paysanne, et que chez moi, on a toujours tout gardé parce qu'on sait jamais, ça peut toujours être utile. Et donc, j'ai vécu dans des stocks de matériaux divers et variés, depuis l'éclairage public jusqu'à la carrosserie de voiture, en passant par du pavé, etc. Et donc, quand j'ai exercé en agence, ça a été vraiment quelque chose qui est venu en opposition avec mon éducation. Donc à partir de là, je me suis dit non mais c'est pas possible, vu ce qu'on jette, vu la qualité des matériaux, parce qu'en plus il s'avère que c'était des rénaux plutôt luxe. Donc j'ai vu partir des choses en déchetterie qui étaient de très très bonne qualité, et je me suis dit non mais c'est pas possible, on peut faire autrement. Donc c'est ajouté à l'envie d'autoconstruction le souhait d'essayer de faire justement du réemploi. Et au détour de 2011, j'ai commencé à chercher un petit peu s'il y avait des expériences qui existaient. Il s'avère qu'à l'époque, quand tu tapais sur Internet déconstruction, réemploi, etc., vis-à-vis du bâtiment, tu trouvais rien. Même Rotor était très mal référencé à l'époque, donc je l'avais pas trouvé moi à cette époque-là, alors qu'ils existaient déjà, ils travaillaient déjà sur le sujet. Donc je me suis lancé en gros, j'avais l'impression d'être tout seul sur Terre à faire ça, quoi. C'était un peu ça. Et avec ma compagne, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché un bâtiment à rénover pour en faire notre logement. Et l'idée, c'était de trouver un bâtiment sur lequel on puisse réaliser de la déconstruction et du réemploi de matériaux in situ. Et c'est ce qu'on a fait pendant 4 ans de chantier, en transformant un ancien hangar en maison de ville bioclimatique. Alors ce hangar lui-même avait été transformé en restaurant en 99, ce qui justement nous permettait d'avoir un stock de matériaux de relativement récent et de très bonne qualité, parce que c'était un gros resto. Et donc c'était un peu une opération, je vais pas dire idéale, mais il y avait vraiment un stock important. Et à partir de là, en fait, moi mon idée c'était à la base plutôt de m'en faire entre guillemets une carte de visite, mais j'avais pas prévu d'aller au-delà. Sauf que j'aime bien
montrer un peu et diffuser un peu les expériences qui se font, parce que ça me paraît vraiment important. Donc j'avais organisé des visites avec différents organismes du genre le pavillon de l'architecture de Pau, le CPIE Béarn, etc. Et des professionnels sont venus, d'autres architectes, des artisans et tout. Et puis, avec les copains artisans, on s'est dit, vu l'écho que ça avait, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de pousser un peu la chose. Et donc, on a créé l'association à la suite de ça. Donc c'est après ces 4 ans de chantier qu'est arrivée cette association. Donc ça part du concret, ça part d'une initiative personnelle, mais qui devient finalement l'amorce d'une dynamique plus collective, très collective en fait, hein. Oui. Parce que dans cette association, enfin le terme d'interprofessionnel veut dire quelque chose. Faire du réemploi, en fait, ça nécessite d'agréger des métiers qui se parlent pas ou parlent peu, finalement, entre d'un côté la déconstruction, de l'autre côté la construction, la conception, etc., etc. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui constitue un peu le cœur, le noyau des acteurs actifs au sein de l'association? Ouais. Alors en fait, même avant de faire ça, je vais revenir un peu sur le premier temps de l'association, sa création. Ouais. Et en effet, on s'est fait exactement cette remarque-là, c'est-à-dire que en tant qu'archi, forcément, j'ai quand même pas mal de relations avec des architectes, des maîtres d'œuvre. Et la logique aurait voulu que on se dise très bien, on va tâcher de développer le sujet du côté de la maîtrise d'œuvre. Sauf que très très rapidement, on s'est dit aussi que c'était bien de faire que les archis s'y mettent. Sauf que s'il y a que les archis qui s'y mettent et qu'il n'y a pas de clients qui leur demandent, ils le feront pas. Et puis de toute façon, même s'il y a des clients qui le demandent et qu'il n'y a pas d'entreprise qui sait le faire, ça se fera pas non plus. Et donc le premier temps de l'association, ça a été justement ce qu'on a appelé les rencontres, alors que depuis on réitère grosso modo une fois tous les 6 mois. Et ces premières rencontres, on a réuni une 50aine de professionnels. On a fait un appel au large, vraiment dans la région, pour demander qui était intéressé pour réfléchir sur le sujet. Et on s'est retrouvé à 54 personnes. On était très surpris parce qu'on espérait une 20aine de personnes. On a été 54 avec des demandes également extra-territoriales, enfin extra-locales, on va dire. Peut-être nous préciser un petit peu l'échelle. Alors ouais, parce que c'est important, c'est-à-dire à un moment, si on veut faire un écosystème local, c'est quoi le local en fait? C'est quoi la bonne distance, même s'il y a jamais de vrai périmètre ou de bon périmètre? C'est ça. Alors c'est des choses qui sont encore en mouvement d'ailleurs aujourd'hui, mais à la base, quand on a monté l'association, on a bêtement pris le principe des locavores. On s'est dit qu'on allait intervenir dans un rayon de 200 km autour de Pau, Pau étant la base, quoi, on va dire, de l'association. Alors voilà, on n'a pas réfléchi, on n'a pas fait de calcul de bilan carbone ou pas aux caisses. C'est vraiment, on a pris le principe des locavores parce que c'est le principe qui comptait. C'est pas forcément la distance, et on s'en rend compte aujourd'hui. On se rend compte que les distances peuvent être plus importantes en fonction des matériaux, etc., etc. Alors donc à la base, on s'est dit on va travailler principalement sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques et ce rayon de 200 km autour. Alors il s'avère que Pau est un peu à la frontière des Pyrénées-Atlantiques, donc ça nous ramène aussi un peu vers l'Occitanie, tout ça. Mais par contre, ça c'est vis-à-vis des matériaux, c'est une logique vis-à-vis de la matière à proprement parler, mais vis-à-vis de tout ce qui concerne l'idée, la diffusion du savoir, etc. Là, par contre, on n'a pas de frontières parce que ça, justement, avec ce qu'on fait, par exemple, aujourd'hui, ça permet de dépasser ces distances-là, quoi. Donc il y a pas de bon périmètre en fait, une fois de plus, mais en tout cas il y a bien une question de proximité et d'échelle pertinente en fonction des typologies de matériaux, mais aussi de ce qu'on fait. Faire un chantier, c'est pas la même chose que diffuser du savoir. C'est ça. Alors je reviens sur ma question sur qui est autour de table, et c'est peut-être aussi l'occasion de nous dire pour faire quoi. Aujourd'hui elle fait quoi l'association sur la base de cette première expérience que tu as pu nous raconter? Alors en gros aujourd'hui ce qui constitue l'association, c'est un peu la suite justement de ces premières rencontres, parce que comme je disais, on avait tapé large et on a essayé de faire se rencontrer aussi bien de la maîtrise d'ouvrage que de la maîtrise d'œuvre, que des artisans, ainsi que des bureaux d'études et même des professionnels
un peu hors du champ, à savoir des brocanteurs, ce genre de personnes, justement pour à la fois les faire discuter en dehors de la cristallisation du chantier, qui est un endroit, c'est un moment qui est quand même particulièrement tendu, parce que justement là il y a bien de la discussion, parce qu'il y a un sujet central, il y a un sujet commun, mais en même temps il y a de l'argent, il y a du temps, il y a tout ça. Là on a fait ça en dehors, et le résultat, et puis l'objectif de toute façon, c'était justement de faire rentrer dans l'association tous ces champs de compétences, de manière à ce que l'association puisse structurer. Voilà, l'idée d'une interprofessionnelle, c'est la structuration d'un réseau, et ce réseau, l'objectif, c'est de réussir à parler à tout le monde. Et pour parler à tout le monde, il faut que tout le monde soit d'ores et déjà dans l'association. Donc, on a aussi bien des artisans que de la maîtrise d'ouvrage, que de la maîtrise d'œuvre ou des bureaux d'études. Et c'est ce qui nous permet justement de répondre au plus proche, aux besoins qui sont à chaque fois très spécifiques. Quand on a des demandes, que ça soit au niveau des études ou au niveau des chantiers, c'est un peu comme dans la construction, hein. À chaque fois qu'on construit quelque chose, c'est un prototype. Et pour le coup, dans la déconstruction, c'est un peu pareil. On redécouvre à chaque fois des choses. Et déconstruire un immeuble de logement HLM, ça n'a rien à voir avec une maison individuelle ou avec un EHPAD. Donc les problématiques sont différentes, et on a besoin de compétences différentes. Et c'est pour ça que vraiment l'association s'est structurée autour de cette idée-là de transversalité des compétences, quoi. Donc c'est un peu un deuxième enjeu qui est récurrent, c'est sur ce sujet, sur ces sujets du réemploi. Alors tu nous parleras un petit peu aussi des différentes concrètement ce que ça peut donner, parce qu'il y a cette idée de déconstruction sélective pour récupérer des matériaux ou des systèmes qui peuvent être mis sur un bâtiment neuf, mais aussi dans le cadre de réhabilitation, de pas tout mettre à la benne, comme tu le disais en introduction, et de réemployer des matériaux sur place. Donc parfois il y a un temps de stockage, parfois il y en a pas, parfois c'est sur le même chantier, parfois on déplace la matière plus exactement, mais dans tous les cas ça demande à la fois d'agréger des compétences et donc d'avoir une vraie pluridisciplinarité finalement, et que chacun des acteurs, on l'a dit, le déconstructeur, l'entreprise, le fournisseur de matériaux, l'archi, le client aussi, soit conscientisé sur ces questions-là, mais aussi compétent. Donc là il y a quelques enjeux, mais en plus il faut que les offres et les demandes montent en parallèle. C'est bien d'avoir une demande de réemploi, mais s'il n'y a pas de matériaux sur le marché, ça sert à rien. Et en même temps, il y aura des matériaux sur le marché que le jour où il y aura une demande. Donc là-dessus, le libre marché ou la concurrence libre n'est pas forcément le moteur le plus efficace, une fois de plus. Donc beaucoup d'enjeux là-dessus. On est bien sur ces logiques de construction d'écosystèmes. On se le disait en parallèle, on retrouve sur la question des écosystèmes alimentaires locaux, finalement, des démarches sur des objets très différents, sur des matières très différentes, mais finalement des démarches relativement proches. Aujourd'hui, pour animer tout ça, finalement, pour faire émerger tout ça, l'association, elle agit sur quel levier? Sur quel point est-ce que elle intervient pour arriver à faire finalement apparaître ou faire plus exactement se développer ce début d'écosystème local? Alors, on a pris appui dans un premier temps sur ce qu'on disait au début. Ça part du concret, ça part du chantier, et suite à mon expérience personnelle, on a réédité, alors là, des chantiers purement de déconstruction, sans parler de réemploi, parce que la première étape, c'est quand même ça, avant de faire du réemploi, il faut déjà démonter. Donc on a réitéré sur 5 chantiers différents des expériences de déconstruction assez différentes les unes des autres, et c'est ce qui nous a permis derrière de pouvoir faire de la sensibilisation. Parce qu'en fait, est-ce qu'on peut rentrer sur ces sujets, sur ces exemples de déconstruction, et sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça change finalement dans les pratiques, de se dire qu'on va faire du réemploi ou de faire comme d'habitude? Alors, sur la déconstruction à proprement parler, par rapport à une démolition, si je fais très simple, en gros, ce qui va changer, ça va être la différence. C'est comme ça que j'aime à le présenter. C'est la différence entre le rapport capital et travail. C'est-à-dire qu'une démolition, c'est beaucoup de capital, très peu de travail. Le capital, c'est la grosse pelle, et le travail, c'est le bonhomme qui la conduit, et le bonhomme, il va bosser pendant 2 jours. Donc, par contre, la pelle, elle a coûté des centaines de milliers, voire des millions, et donc elle est remboursée régulièrement, machin, etc. Donc ça, c'est beaucoup de capital, très peu de travail. La déconstruction, c'est beaucoup de travail, très peu de capital. En gros, c'est des bras
et des outils très simples, en général des outils à main. Donc c'est la part de main d'œuvre dans les travaux. Ouais, complètement. Ce qui est avec un parallèle entre le maçon qui pose des briques à l'ancienne et les banches et le béton armé qui est coulé en place. On retrouve les mêmes parallèles entre une part de main d'œuvre qui est bien plus importante là pour le coup sur la déconstruction sélective. Ouais. Et ça c'est quasiment incompressible, on va dire, par rapport à cette idée de déconstruction et de réemploi. C'est assez peu imaginable de faire de la dépose mécanisée. Alors il y a des sujets sur lesquels on peut intervenir avec des pelles quand on commence à travailler sur de la pierre, des grosses pierres ou justement sur des bétons banchés. On espère pouvoir faire prochainement une expérience sur de l'extraction minière sur des murs en béton banché, ça serait super. Mais sinon globalement, comme là où l'intérêt aujourd'hui est premier, c'est plutôt sur le second œuvre, parce que c'est là où il y a le plus de valeur ajoutée sur les matériaux. Je prends l'exemple d'une prise électrique, c'est tout petit, c'est un petit bout de plastique de rien du tout avec 3 bouts de métal microscopiques. Par contre, ça coûte 10 balles. C'est beaucoup de valeur ajoutée, très difficile à recycler. Et aujourd'hui, le recyclage au niveau du second œuvre, c'est de l'ordre de 35%. D'après l'ADEME. Donc c'est très faible. Alors je fais juste un petit aparté entre recyclage et réemploi parce que il y a vraiment une problématique de terminologie qui est importante. C'est très simple. Le réemploi, c'est remettre en fonction un matériau dans sa fonction d'origine. Donc si je prends l'exemple de la porte, c'est je démonte une porte et je la repose comme une porte. La réutilisation, c'est je prends cette porte, je la mets sur 2 tréteaux, ça fait une table. Je détourne sa fonction. C'est une réutilisation. Par contre, il n'y a pas eu de transformation de la matière. Ça, c'est important. Et le recyclage, il y a une transformation de la matière. Ma porte en bois, je la fais passer dans une broyeuse, j'en fais des copeaux, j'y rajoute de la colle et j'en fais des plaques d'OSB. Donc là, il y a une dégradation de la matière, il y a un ajout d'un second matériau, et en plus, il y a un process industriel lourd parce qu'il y a la broyeuse, machin, etc. Donc, le recyclage, c'est pas une mauvaise chose en soi, simplement, il faut le conserver pour vraiment ce qu'on peut pas réemployer ou réutiliser, détourner. Parce que la qualité de la matière, voilà, elle se dégrade au fur et à mesure du temps. Voilà, c'est un petit point terminologique, mais qui est vraiment fondamental. Non, mais donc il y a un sens des priorités à avoir entre ces différentes actions, et notamment le recyclage. Finalement, c'est la dernière des extrémités, alors qu'on associe très souvent le recyclage comme étant l'alpha et l'oméga de l'économie circulaire, etc. Voilà. Donc là c'est bien de trouver finalement des boucles d'économie circulaire. Je vais me permettre de reprendre quand même cette parabole qui parle à beaucoup. C'est bien de trouver des boucles plus vertueuses en termes de préservation de la matière, mais aussi finalement en termes de création de valeur. Mais je voudrais qu'on revienne un peu quand même sur cette question, sur ce moment-là, qui n'est qu'un des moments de cet écosystème local de réemploi, qui est la déconstruction sélective. Il y a aussi des questions de compétences. Des questions de métier et donc de monter en compétences derrière. Comment on traite ces questions-là? Eh bien, donc, je disais tout à l'heure, notre première étape en s'appuyant sur nos chantiers expérimentaux, ça a été de faire de la sensibilisation, parce que avant de faire quoi que ce soit d'autre, il faut déjà que les gens aient conscience que c'est possible. Et ça a été possible uniquement parce qu'on leur a montré des résultats concrets. Ça aurait été de la culture livresque, je pense que ça aurait pas du tout donné la même chose. Et à partir de là, justement du fait de ces expériences de chantier très concrètes où on a non seulement monitoré l'ensemble du chantier, c'est-à-dire le temps passé, le nombre de bras, etc., on a aussi fait des expérimentations de méthodes de dépose et d'outils. On a créé des outils exprès pour pouvoir déposer, par exemple, c'est des outils très très simples, mais pour déposer des plaques de plâtre. Alors tout le monde est convaincu que la plaque de plâtre, et c'est vrai, c'est l'icône du matériau jetable dans la construction de la fin du XXe siècle et du XXIe. En réalité, c'est un matériau qui se dépose très bien. Et donc suite à ces sensibilisations, on a pu structurer des formations du fait de notre expérience, et c'est ce qu'on continue à faire aujourd'hui d'ailleurs, à savoir des formations aussi bien au niveau des artisans, où là c'est de la formation chantier, on leur montre techniquement comment on fait, que de la formation plus organisationnelle, on va dire, à l'attention de la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire qu'un chantier de déconstruction, ça s'organise pas n'importe comment, ça s'improvise pas, c'est pas un chantier de démolition où on va poser 3 bennes d'un côté et puis croquer le bâtiment, ça prend plus de temps, ça nécessite, tu l'évoquais tout à l'heure,
potentiellement, enfin c'est même pas potentiellement, c'est automatiquement, ça nécessite du stockage qui peut être soit provisoire, soit de plus long terme, mais ça nécessite de réfléchir aux emplacements, tout simplement parce que quand on démonte un bâtiment, enfin quand on construit un bâtiment, la matière elle arrive au fur et à mesure, on va se fournir chez Point P. Et ça rentre au fur et à mesure des besoins. Quand on déconstruit, tout sort en même temps parce qu'au final, ça sort relativement vite quand même. Et puis on va sortir aussi bien des prises électriques que du parquet, que dans tout ça dans les mêmes journées. Donc ça nécessite une organisation de chantier bien particulière, au même titre qu'on organise un chantier de construction neuve, il faut organiser un chantier de déconstruction. Et donc à ce niveau-là aussi, il y a de la formation, il y a de la montée en compétences du côté de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, parce qu'il faut voir tout ça en amont pour être sûr que ça marche, quoi. Et puis trouver des sorties en plus après pour les matériaux s'ils sont pas réemployés in situ, ce qui est la majorité du temps le cas. Alors, et là, on reboucle avec cette question de place dont tu parlais, puisqu'on a en fait, de ce que je comprends, un peu deux sujets parallèles, qui est ce chantier de réhabilitation sur lequel on va être attentif au potentiel, aux capacités à porter un futur des matériaux qui sont déjà là, ce qui pose une question de place dans le chantier et d'organisation du chantier, on l'a bien entendu. Mais après, quand on parle d'écosystème local, c'est bien l'idée qu'un chantier peut partager des matières avec un autre, que ce soit un autre chantier de réhabilitation ou un chantier de construction neuve, sauf qu'évidemment, les plannings sont jamais synchronisés, ou en tout cas ils sont synchronisés au début et bizarrement il y a des dérives. Comme on le sait, les chantiers du bâtiment respectent toujours scrupuleusement les plannings prévus. Ça veut dire qu'à un moment, il faut donner de la place à cette matière-là. Alors, tu parlais de prise électrique, mais ça peut être un tas de pavés, ça peut être massif, ça peut être lourd. Et ça a sans doute peu de sens de sortir de la ville des tonnes et des tonnes de matériaux pour les stocker au fin fond d'une zone d'activité, pour ensuite les ramener dans la ville. Et donc il faut trouver de la place, et en plus ça repose une question, c'est ça redonne une visibilité à ces matières. Et finalement à cette fabrique de la ville, une visibilité à sa partie un peu honteuse, qui sont à la fois les matériaux en soi, mais en plus des matériaux qui sont pas emballés, qui sont pas proprés, etc., etc. Donc ça, cette question, je sais pas si vous y êtes affronté aujourd'hui, de comment est-ce qu'on a dans la ville des espaces qui permettent d'être les espaces tampons, qui permettent de poser finalement des matières le temps que ça trouve une sortie. Ouais, alors on effectivement on y est confronté et on essaye d'y répondre de deux manières différentes. La première, c'est un gros projet sur lequel on bosse depuis à peu près un an, depuis un peu plus d'un an maintenant même, qu'on appelle un centre ressources de la déconstruction et du réemploi. Alors ce centre ressources, l'idée c'est à la fois de réussir à faire un centre de stockage pour ces matériaux, parce que comme tu le disais, effectivement ça peut être lourd, encombrant, etc. Comme l'objectif c'est de structurer une filière où on s'adresse principalement, mais pas que, à la maîtrise d'ouvrages publics et par conséquent à des gros bâtiments type bailleurs sociaux, etc. Donc effectivement, quand on a 600 mètres carrés de couverture qui sortent d'un coup, faut la stocker et c'est pas dans un garage que ça se fait. Donc il y a à la fois cet aspect-là, mais également on vient combiner ça avec justement ce qu'on disait sur la formation, sur l'expérimentation, etc., etc. Donc il y a cet aspect-là qui peut permettre de centraliser un peu les matériaux dans un rayon d'action relativement proche. Et puis l'autre chose sur laquelle on commence à travailler, on commence seulement parce que tout ça c'est beaucoup de travail et je reviens sur l'association, mais voilà, on est une association et c'est beaucoup de bénévolat quand même. L'autre aspect, c'est ce qu'a commencé à proposer un peu comme idée Bellastock avec l'idée de métabolisme urbain. Où là l'idée c'est un travail sur plus long terme, l'objectif étant de réussir à faire justement se matcher le plus possible des chantiers de déconstruction et des chantiers de construction. Alors quand je dis déconstruction, une fois de plus, ça peut être pour de la réno comme de la démol, et construction, ça peut être de la réno aussi. Mais l'idée c'est comme on a structuré un réseau d'acteurs dans lesquels il y a aussi bien de la maîtrise d'ouvrage que des maîtres d'œuvre et des entreprises, on espère avoir une vision suffisamment large et de suffisamment long terme
pour anticiper à l'échelle d'1 ou 2 ans les chantiers qui vont venir dans un premier temps. Et après, l'idée, c'est de mettre en place un métabolisme urbain, c'est-à-dire carrément de structurer une méthode de pensée de la ville à une échelle de 5 à 10 ans, parce qu'on sait très bien, les bailleurs sociaux, ils ont des plannings de rénovation qui sont à cette échelle-là. Donc, si on arrive effectivement à anticiper un peu ces sorties de matière à horizon de 5 à 10 ans, dans ce cas-là, on peut assez facilement, pour le coup, lui retrouver d'emblée une sortie sans avoir trop à se poser la question du stockage, ou plutôt le stockage devient un stockage tampon, ce qui est beaucoup plus facile à gérer qu'un stockage où on cherche après de la sortie pour ces matériaux. C'est un point hyper important, ça, cette question de la visibilité et de la cartographie de la ressource. Donc c'est à la fois connaître où vont être les chantiers de déconstruction, donc les matières potentielles, savoir ce qu'il y a dedans, parce que c'est pas une déconstruction, c'est 7 déconstructions avec des potentiels extrêmement variés. Tu le disais tout à l'heure, hein. Une maison individuelle ou un ensemble de logements sociaux, c'est pas tout à fait le même sujet. Ce qui permet de planifier finalement et de synchroniser l'offre et la demande. Alors, ce qui permet potentiellement, moi j'ai pas, voilà, parce que j'ai pas encore eu de retour d'expérience là-dessus complètement concluant, mais beaucoup s'y essaient et c'est évidemment essentiel. Quand on parle d'exploiter la mine urbaine, hein, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des matériaux qui sont pas que dans le sol, mais qui sont dans nos bâtiments, en tout cas les bâtiments qui sont amenés à être transformés radicalement dans les prochaines années. Qui sont aussi une mine dans laquelle on peut taper. Encore faut-il savoir où sont les filons. Hein, c'est ça. Et ça, faut savoir évoluer. Et de l'autre côté, ça mobilise aussi des acteurs de nature très très variés pour anticiper la demande. Notamment, alors tu parlais des acteurs publics, des collectivités, des aménageurs évidemment, des bailleurs sociaux qui ont une visibilité sur des volumes importants, mais aussi la promotion privée qui s'intéresse de plus en plus à ces sujets-là. Donc une fois de plus, synchroniser des acteurs de nature différente et en plus, dans certains cas, concurrents entre eux. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont collaborer sur ce sujet-là alors qu'ils sont concurrents de toute manière sur leur cœur de métier, ce qui pose encore d'autres questions en termes de relations humaines. Est-ce que sur donc évidemment beaucoup d'enjeux, mais localement, vous qu'est-ce que vous êtes donné un peu comme objectif, comme cap, comme envie en tout cas pour les années qui viennent, qu'est-ce que vous avez en tête au-delà de ce que vous avez déjà amorcé? Alors, au-delà de ce qu'on a déjà amorcé, je dois t'avouer, pour l'instant, on en reste un peu là parce que c'est des projets qui sont déjà très très lourds. Enfin, le centre ressources, c'est un gros travail. Et puis, comme à côté de ça, c'est vrai que je l'ai pas évoqué, mais on a une autre activité, donc on fait de la formation, etc. Mais en parallèle de ça, on a aussi une activité de bureau d'études qui vient justement nourrir, c'est l'objectif, ce centre ressources. C'est-à-dire, comme tu le disais, on n'a pas les mêmes matériaux dans tous les bâtiments et il faut savoir ce qu'on a dans chaque bâtiment. Et nous comme Bellastock, comme Rotor, comme d'autres, on réalise maintenant des études ressources ou diagnostics ressources, c'est-à-dire qu'on va analyser dans le détail ce qui est présent dans le bâtiment de manière à en avoir une liste la plus exhaustive possible, justement pour pouvoir anticiper la sortie de ces matériaux. Donc ça, c'est une autre grosse activité de l'association et globalement déjà exercer cette activité de bureau d'études, faire de la formation et structurer ce projet de centre ressources. Ça nous fait pas mal de choses. Je crois que si on arrive à faire notre centre de ressources, on sera déjà très très bien. Et on verra la suite. Mais je reviens juste sur la question du métabolisme urbain. Enfin, de cette idée de métabolisme urbain, c'est quelque chose de costaud à monter, de lourd, parce que ça nécessite de mettre en relation des acteurs qui, comme tu le disais, sont parfois concurrents. Mais en plus, comme ça se situe au niveau à l'échelle urbaine, et même plus qu'urbaine, hein, c'est vraiment au niveau d'un territoire, on va dire sur un rayon de plus ou moins 50 km autour de la ville de Pau, par exemple, à proprement parler. Il y a vraiment une question politique aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit se porter politiquement. Ça n'est plus, on sort de la pure technique. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, avec nos chantiers expérimentaux, avec nos formations, etc., on est
on est dans de la technique, quelque chose qui est communicable, qui nécessite pas de revoir une manière de penser la ville. Par contre, le métabolisme urbain, ça nécessite de revoir la manière de penser la ville. Et là, à ce moment-là, ça change d'échelle. On s'adresse plus aux bailleurs ou aux promoteurs privés, mais on s'adresse bel et bien aux dirigeants de nos zones urbaines. Donc voilà, c'est un point qui me semblait important de préciser aussi. Non, mais tout à fait. Et on voit bien la dimension de tout ça. On est quand même en train de parler de l'idée de récupérer une porte sur une maison en réhabilitation pour la mettre dans un immeuble qui est en train de se construire à côté. Donc quelque chose qui paraît très simple et très technique. Faut traverser la rue. Il n'y a pas d'enjeu de sécurité, etc., etc. En fait, non. Il y a énormément de sujets de montée en compétence des compagnons, de prise de conscience des acteurs, de l'ensemble de la chaîne de valeur des acteurs, y compris le promoteur ou la personne qui va acheter cet appartement neuf avec une vieille porte dedans. Ça pose des questions. Y compris des assurances. Alors voilà, donc ça, il y a plein de questions réglementaires dont on n'a pas parlé. On en a parlé dans d'autres échanges. On mettra les liens sur les commentaires du podcast. C'est évidemment des questions fondamentales, mais tu reposes des questions finalement sur l'humain, la collaboration, et puis sur le politique. C'est-à-dire que tout ça n'a de sens, ou plus exactement, tout ça ne peut prendre de sens qu'à partir du moment où finalement il y a un cap collectif qui est donné, qui fait que certes on est concurrents, mais on va collaborer là-dessus. Parce qu'il y a un intérêt commun, et puis je pense fondamentalement une envie de faire, qui à mon sens émerge de plus en plus. Ça n'est que le début d'une conversation. Je te laisserai évidemment en rajouter et conclure. On sera attentif à voir ce que ça devient tout ça, notamment ce centre de ressources. Je pense qu'à un moment ce type d'action, ce type de projet peut amener une forme de masse critique, de visibilité vraiment important, qui pérennise des initiatives qui sont des initiatives de quelques-uns. Donc ça, c'est vraiment fondamental, c'est intéressant, et il me semble que c'est original vraiment à votre territoire. Donc on manquera pas de venir prendre des nouvelles, mais avant tout ça, peut-être que tu voulais rajouter un point, mais surtout je voudrais t'interroger là-dessus pour un peu les suites à donner pour nos auditeurs. Est-ce que tu as un conseil de lecture, de film ou autre, ou de ressources pour le coup, avant l'émergence du centre de ressources, pour prolonger les réflexions sur ce point-là? Ouais. Alors si avant de donner des références, je voudrais effectivement rajouter un petit point. Il y a des initiatives qui émergent de plus en plus. Là, on le voit, nous, depuis 2018, où on se sentait un peu seul, et où très concrètement, on nourrit au nez. Quand on parlait de déconstruction et de réemploi, c'était qu'est-ce que c'est que ces hurluberlus. Bon, aujourd'hui, on voit que la donne a changé, ça a évolué très très vite, heureusement réglementairement parlant aussi. Et il y a beaucoup d'initiatives qui émergent un peu partout en France. Et un autre point très important pour nous à l'association, et qui est quelque chose qui est partagé par les autres organismes qui font un peu la même chose, c'est l'idée de d'essaimage et de transfert de retour d'expérience. C'est-à-dire que nous, l'objectif, c'est pas de structurer une start-up avec un concept qu'on garde pour nous, etc. Mais au contraire, c'est les expériences qu'on a menées. L'objectif, c'est de les partager le plus possible. Donc ça, c'est important parce que effectivement, je crois que ça ne peut passer que par cet aspect-là, l'idée de développer vraiment ces principes. Et puis sinon sur quelques lectures et tout, alors il y en a pas beaucoup de toute façon, on a vite fait le tour de tout ça, et un bon nombre d'ouvrages d'ailleurs ne sont plus édités malheureusement. Alors le premier, qui est probablement le plus connu, ça s'appelle Matière grise, c'est le catalogue de l'exposition qu'a réalisé Encore Heureux en 2014 au pavillon de l'Arsenal à Paris. Un très bon bouquin qui fait un peu un tour du monde, on va dire, de ce qui a été fait, aussi bien en détournement qu'en réemploi, qu'en recyclage aussi d'ailleurs. Donc c'est très large. Il y a en plus toute une partie, on va dire, scientifique, puisqu'il y a des chercheurs qui ont écrit un grand nombre d'articles pour ce livre, donc c'est très très bien. Pas facile à trouver, mais très bien. Un autre bouquin que moi j'aime beaucoup, qui s'adresse plutôt aux concepteurs, donc architectes, maîtres d'œuvre, ça s'appelle L'architecte et la poubelle, ou pardon, La poubelle et l'architecte, qui est excellent. Alors là, qui est, comment dire,
Il est technique sans être technique, c'est-à-dire qu'il est technique pour des archis, il est technique au niveau de la conception. On parle pas trop ou très très peu de matière ou d'assemblage ou de trucs comme ça, mais par contre, comment dans un contexte de réemploi, on revoit notre manière de concevoir. Si je fais très très rapidement le topo, c'est aujourd'hui les archis, on conçoit avec le catalogue de Point P. Donc on se pose pas de questions, on sait ce qu'il y a chez Point P, tout le monde le sait, du placo, de la poutre. Bon voilà, on a à peu près ce qu'on veut et donc on dessine avec ça. Sauf que quand on sait pas quel matériau on va avoir, parce qu'il y a toujours un flou dans la fourniture des matériaux quand on parle de déconstruction et de réemploi, on a un programme, on a un objectif à atteindre avec ce programme. Et il faut qu'on conçoive de manière à ce que, quel que soit le matériau qui arrive, on atteigne cet objectif. Et là, c'est hyper intéressant parce que ça vient vraiment re-questionner complètement la manière de concevoir les bâtiments aujourd'hui. Donc ça, c'est un bouquin qui est, je trouve, vraiment super riche. Malheureusement, il est plus édité. Alors je fais, si jamais, je crois que c'est Parenthèse qui l'éditait. Si jamais il nous écoute, qu'il n'hésite pas à le rééditer parce que vraiment, moi, je sais qu'autour de moi, j'ai pas mal de demandes pour ce livre. Voilà, et puis en dernier, un truc peut-être un peu plus facile, un peu moins concret, on va dire pour nous, parce que ça se passe très loin, mais un très très beau documentaire qui s'appelle Hacer mucho con poco. C'est un documentaire qui se passe au Venezuela et ça suit plusieurs architectes vénézuéliens qui travaillent donc dans un contexte justement où la matière est très difficile à trouver, très chère. Et où la majorité des gens sont quand même pauvres, voire très pauvres, donc pas possible de dépenser beaucoup de sous pour construire quelque chose. Et par conséquent, justement, ils vont aller explorer des alternatives sur les manières de construire et également sur les manières de programmer les bâtiments. Alors ça, typiquement, c'est pas transférable tel que dans notre société parce que déjà ne serait-ce que pour une question de climat, ça, tout simplement. Mais par contre, c'est très très riche au niveau de la manière de penser et de la dynamique qu'il y a dedans parce que ça va au-delà de l'aspect de conception aussi. Ça repose des questions de ce que c'est que le travail, pourquoi on travaille et combien de temps il faut travailler, etc., etc. Donc un très très bon documentaire. Je ne sais pas si on le trouve sur Internet. Par contre, il y a probablement des projections en salle qui se passent un peu à droite à gauche. On va trouver tout ça, on va référencer tout ça, on manquera pas d'en toucher un mot aux éditions Parenthèse aussi, pourquoi pas. Et en tout cas, on te remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour cet échange. On mettra tous les liens, toutes les références de tout ça sur les commentaires du podcast. Et puis surtout, on manquera pas de venir à l'ouverture de ce centre de ressources. Je pense que ça peut être un moment intéressant, ou d'autres en tout cas. On manquera pas dans les prochains mois à suivre votre travail. Raphaël, à très bientôt. On vous accueillera avec plaisir. À très bientôt. Merci. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net/newsletter et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.